La Terre est en train de mourir. La ville de Banda Aceh est détruite. Nous subissons cette horrible pollution. Les catastrophes naturelles semblent se multiplier. Le gouvernement en a rien à faire de nous. Donnez-nous de l'eau et de la nourriture. La nature était verdoyante ici. Des milliers de personnes fuient les eaux qui ne cessent de monter. Regardez ici, ce sont des déchets en train de moisir. Toute cette pollution part ensuite s'échouer sur les plages du littoral. Tous se sont retrouvés au cœur du plus grand cataclysme de ce début du siècle. Son épicentre se trouve au large de la ville. À 30 km de profondeur, sous la croûte terrestre, se déroule un combat de titans. Les plaques tectoniques indiennes à gauche et asiatiques à droite s'affrontent depuis plus de 4 siècles. Quand la plaque asiatique prend le dessus, l'énergie libérée est gigantesque. 12 000 fois la bombe atomique d'Hiroshima. La vague mesure un peu plus d'1 mètre, mais sa force est phénoménale. En quelques minutes, la ville de Banda Aceh est détruite. Le bilan est lourd, très lourd. Près de 100 000 morts. Les photos satellites prises avant et après le tsunami en témoignent. La moitié de la ville est rayée de la carte. La force de l'eau est inimaginable. Plus de 1000 tonnes par mètre cube. Certains touristes filment, fascinés. Au bout de 5 minutes, la mer se calme. Dans les hôtels, les touristes sont sous le choc. Chacun cherche ses proches. Ils n'en auront pas le temps. Comme en Indonésie, une deuxième vague surprend tout le monde. Ce couple d'Anglais s'accroche désespérément à la balustrade. Un touriste suédois tente de leur venir en aide. Mais il est trop tard. Le manque de pluie accentue le phénomène. Chaque année, des incendies géants ravagent le Brésil. Le nombre de départs de feu est impressionnant, presque inimaginable. Plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers. Dans cette partie du Nord-Est, les pompiers engagent un combat qui paraît perdu d'avance. Avec leurs moyens dérisoires,
Seules les flamèches sont à leur portée. Chaque année, c'est comme ça. Tous les ans, on demande plus de moyens pour lutter. Nos effectifs sont réduits, mais on fait le maximum. Beaucoup de nos collègues ont été gravement brûlés. L'élevage est la première cause du nombre d'incendies. La majorité des terres déboisées par le feu deviennent des pâturages. Un phénomène intensifié par le président brésilien Jair Bolsonaro. Climato-sceptique convaincu, il encourage les agriculteurs à brûler toujours plus de forêts afin d'étendre leurs fermes. Le feu vient des plantations. Les fermiers brûlent tout. Face à cette catastrophe écologique sans précédent, les habitants du Nord-Est sont impuissants. Regardez, il y a le départ d'un autre feu au fond. Il y a 20 ans, la nature était verdoyante ici. Il y avait de la vie. Mais les agriculteurs ont brûlé toute la forêt pour élever du bétail. Et tout ça a engendré de la sécheresse dans cette région. La deuxième raison de ce massacre est là. Ces plaines lunaires, traversées par Evandro et Christiane, sont dédiées à la culture d'une plante qui fait la fierté du pays. Le soja est un très bon produit. Ils fabriquent de l'huile avec. C'est le seul travail qui paye par ici, grâce à toutes les fermes de la région. Toute la région vit de l'agriculture ici. Il y a des endroits où tu peux rouler 2 heures et tout est rasé. Chaque année, les surfaces s'étendent toujours plus. Les Brésiliens sont en passe de devenir les premiers producteurs au monde de soja devant les États-Unis. Mais à quel prix? Au-delà de la pollution des sols, la destruction de la forêt entraîne un changement climatique. Dans le Nord-Est, il pleut beaucoup moins. Le cycle de l'eau est maintenant gravement déséquilibré. En 10 ans, 300 rivières se sont asséchées au Brésil. Le tremblement de terre qui secoue le centre du Japon est d'une force phénoménale. 9 sur l'échelle de Richter. Une puissance jamais enregistrée de mémoire de japonais. L'épicentre se situe au fond de l'océan, à 120 km au large de l'archipel. Sous la croûte terrestre, 2 plaques tectoniques s'affrontent. La plaque eurasienne à gauche et celle du Pacifique à droite. Un combat de titans qui dure depuis plus d'1 siècle. La poussée est énorme. Le 11 mars, à 14h26, la plaque eurasienne s'effondre, entraînant avec elle le fond de l'océan sur une hauteur de 10 mètres. La mer vient instantanément combler cette fosse qui s'étire sur plus de 100 km. D'un seul coup, des milliers de tonnes d'eau sont aspirées puis propulsées. Cela provoque un raz-de-marée qui part à la vitesse d'un jet, 800 km/h. Dans 10 minutes, elle va frapper la côte est du Japon. Immédiatement, toutes les villes côtières déclenchent l'alerte anti-tsunami. Les habitants savent qu'ils doivent se réfugier sur les collines. De leur avion, les gardes-côtes japonais découvrent cette montagne d'écume. Ce n'est plus une vague, c'est la mort qui déferle.
À l'approche des côtes, le tsunami va atteindre une hauteur hallucinante. À certains endroits, il dépassera les 23 mètres. Pourquoi une telle taille? En s'approchant du Japon, l'avant de la vague se heurte à la côte qui la ralentit, mais l'arrière, lui, arrive toujours à 800 km/h. Résultat, c'est un mur d'eau qui s'abat sur les rivages japonais. Le torrent déferle tellement vite que les habitants n'ont que quelques secondes pour y échapper. Ceux-là ne doivent leur salut qu'à cette petite colline. Dans cet autre village, des gens ont réagi trop tard. Ils vont échapper à la mort grâce au courage de leurs voisins, comme on le voit à gauche, en bas de l'écran. Le tsunami a tué 15 000 personnes. 16 000 autres n'ont jamais été rendus par les flots. Au total, 600 km de côte et des centaines de villages sont anéantis en quelques heures. Les pêcheurs comme Hugo et Marcos attrapent de moins en moins de poissons et de plus en plus de déchets dans leurs filets. À certaines périodes, quand on vient pêcher le requin et que la mer est agitée, elle se couvre de plastique. Une véritable mer de déchets. Tout ça à cause des ordures charriées par le fleuve. Ce barrage artisanal a été fabriqué et mis en place par les villageois qui n'en peuvent plus des déchets. Mais avec le courant, le barrage n'a pas tenu. Le fleuve en rejette tellement que les plastiques s'agglutinent et finissent par créer des îles. Regardez ici, ce sont des déchets en train de moisir. Toute cette pollution part ensuite s'échouer sur les plages du littoral. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, l'endroit était un paradis. Ça fait au minimum 10 ans que nous subissons cette horrible pollution. Cette pollution contamine tout. Cet alligator est mort à cause des déchets. Il a gonflé. Mon rêve serait que toutes ces ordures disparaissent un jour. Si le gouvernement ne nous aide pas, on ne pourra rien faire tout seul. Marcos et son neveu ont bien pensé à quitter cette région qui se meurt. Seulement, pour commencer une autre vie, il faut des moyens qu'ils n'ont pas. S'il y a encore des poissons, les plastiques tuent lentement les habitants de la mer. L'une des raisons de cette pollution dévastatrice provient des décharges installées en amont des cours d'eau. Des décharges rudimentaires, sans aucun système de stockage et encore moins de tri. Une catastrophe pour la nature, sans compter la fumée des plastiques qui brûlent à longueur de journée.
contraste entre les eaux turquoises et les plateformes de bois donne une image post-apocalyptique. La nature, c'est le dernier des soucis de Hotli et son associé. Comme sur la terre ferme, sous l'eau, c'est un massacre. En retombant, le sable se diffuse et recouvre les récifs coralliens qui finissent par étouffer. L'écosystème bouleversé met en péril toute la faune marine de l'île. Selon les études géologiques, dans 10 ans, les filons d'étain seront épuisés. C'est bien trop long. Il sera trop tard pour sauver l'île de Benga. On n'avait jamais vu ça. Les fuites de pétrole ont commencé il y a 6 ou 7 ans. Et le gouvernement ne fait rien pour les colmater. Ça ne ressemble plus du tout au lac de mon enfance. Le mien était propre et sans pollution. Avant, on pouvait se baigner quand on voulait, aux vacances de Pâques ou à celles du carnaval. Je n'aurais jamais imaginé que mes enfants allaient vivre ça un jour. Les puits abandonnés servent maintenant de terrain de jeu aux enfants. Un terrain dangereux. Le pétrole coule encore à profusion. D'autant plus qu'à la moindre étincelle, tout peut exploser. Du gaz s'échappe en permanence de certains puits. Comme José et sa famille, des milliers de personnes vivent dans cette ambiance aux allures de fin du monde. Enfin, c'est surtout une énorme catastrophe écologique. La glu noirâtre contamine tout et tout le monde. Les poissons du lac Maracaibo sont nourris au pétrole lourd. Mais peu importe, il faut bien manger. Sa nouvelle couleur verdâtre est due à une algue qui prolifère. Elle se nourrit du pétrole, mais aussi des eaux usées. Maracaibo, la deuxième ville du pays, n'a plus les moyens d'entretenir les stations d'épuration qui se vident dans le lac. Voilà 3 ans que ceux qui s'accrochent à leur terre n'ont pas vu une goutte tomber. J'ai perdu 250 vaches. C'est terrible. Il n'y a plus d'eau, parfois on doit marcher 20 km pour en trouver. On arrive encore à manger, mais on tombe souvent malade. Parfois, je peux rester 4 jours sans boire. Par ici, il y avait les maisons, avec les femmes et les enfants. Quand la sécheresse est arrivée, ce vieil homme ne trouvait plus à manger. Il vivait seul et sans personne pour l'aider. Il est mort de faim. Il n'avait plus rien, ni eau, ni nourriture, ni animaux. Pour les familles les plus pauvres, celles qui n'ont pas les moyens de fuir, le quotidien est terrible. On est 6 à vivre ici. Là, c'est ma grande fille. On a tellement faim et soif. Oui, la vie est vraiment très dure. Regardez ses lèvres, elles sont toutes sèches. Elle n'a rien mangé aujourd'hui. On n'a plus de chèvres, elles sont mortes de soif. J'en avais 4. J'avais aussi des vaches, mais une tribu rivale me les a toutes volées. La situation vient encore de se compliquer avec l'arrivée du premier enfant de sa fille. Le bébé dort, il a seulement 3 semaines.
Affaiblie par l'accouchement, sa fille ne peut plus l'aider pour la corvée d'eau. Je marche 20 km aller-retour pour trouver de l'eau. Ça me prend environ 3 heures. Je fais ça tous les matins, en même temps que la corvée de bois pour le feu. À mon retour, les enfants pourront boire de l'eau. Avant, ici, il y avait une rivière, mais elle est à sec car il ne pleut plus. Je dois marcher toujours plus loin et creuser des trous. Si l'eau a disparu en surface, il en reste sous la croûte de terre séchée. Chaque famille a son trou. Et personne n'oserait venir voler l'eau de son voisin. Je dois enlever toute l'eau sale jusqu'à ce que je trouve de l'eau propre. Je ne sais pas pourquoi les gens du gouvernement ne viennent pas ici pour nous aider. Pourquoi? Parce que nous sommes des petites gens? Je ne sais pas ce qu'ils font avec leur argent. Seul Dieu nous protège. Le gouvernement en a rien à faire de nous. Donnez-nous de l'eau et de la nourriture. Les bergers trouvent encore quelques points d'eau. De l'eau limite croupie. Limite buvable pour les bêtes. Et pourtant... Je bois cette eau car je n'ai pas le choix. On boit tous ensemble avec les ânes et les chiens. On prie Dieu pour ne pas tomber malade, mais on utilise aussi les feuilles de cet arbre pour se soigner. C'est de la médecine. Ça soulage notre estomac et ça le nettoie de toutes les impuretés. Il faut mâcher ça comme ça. Boire de l'eau sale ou mourir de soif. Le choix est vite fait chez les bergers. D'un côté du pays, la population implore le ciel de faire tomber la pluie. De l'autre, que le soleil sèche rapidement les sols. Avant que la fièvre de l'étain ne s'empare de Bangka, c'était un lieu magnifique. L'île n'était pas trouée de partout. On faisait pousser du manioc et on cultivait du poivre. Depuis l'exploitation de l'étain, notre île a été ravagée. Selon une ONG locale, les 3/4 de la superficie de Bangka seraient exploités, soit 1 million d'hectares. Mais alors, qu'a-t-il de si spécial ce minerai? Eh bien, une fois mélangé au plomb, l'étain permet de souder les composants des appareils électroniques. Pour nos téléphones, par exemple, il en faut moins de 2 grammes. Cela paraît peu, mais multiplié par 1,5 milliard de smartphones vendus en moyenne chaque année, c'est titanesque. Dans ce coin du Kazakhstan, la pollution est très présente. Le pays est le 17e producteur mondial de pétrole et le 30e en gaz.
Les forages et la prospection ont eu des effets désastreux sur la steppe et les herbes qui nourrissent les bêtes. La famille de Nurlibek élève des chameaux. Les bêtes, selon lui, commencent à souffrir de toute cette pollution. On a une belle vie, nous, regarde. On a une terre immense. Toute notre richesse est sous la terre. Ici, c'est des marécages. On a pompé tout le pétrole d'en bas et on a pourri la terre. Et le sel sort et remonte au-dessus. La terre est en train de mourir. L'or noir a fait la richesse du Venezuela. Mais il l'a aussi conduit à sa ruine. Sur le lac Maracaibo, les puits de pétrole qui tournaient à plein régime sont aujourd'hui à l'abandon. José ne comprend pas. Au bout de ces tuyaux se trouvent les plus grandes réserves de pétrole du monde. Alors que lui ne trouve pas une goutte d'essence à acheter pour faire avancer son bateau. En revanche, le pétrole empoisonne sa terre, son lac et les poissons qu'il pêche. Beaucoup de gens pensent que parce qu'au Venezuela il y a du pétrole, nous sommes couverts d'or. Mais c'est tout le contraire. Notre pays nous a complètement abandonnés. L'homme est inquiet de voir la météo se détraquer un peu plus chaque année et les glaciers disparaître avec des conséquences désastreuses. Autrefois, la neige tombait en abondance et les glaciers étaient beaucoup plus imposants. Mais il fait de plus en plus chaud et les glaciers disparaissent. C'est peut-être dû à la pollution, je n'en sais trop rien. Toute la vallée est concernée. Le manque de neige et d'eau mettent en péril nos pâturages, nos animaux et nos cultures. Ça fait des années qu'on a ce problème. Sous l'effet du réchauffement climatique, l'immense château d'eau que représente l'Himalaya est en train de se tarir. Mais la science de l'homme n'a d'égal que son génie. Pour éviter de se lancer dans des travaux pharaoniques, en construisant des citernes géantes, un ingénieur a eu l'idée complètement folle de stocker l'eau sous forme solide, avec l'aide de la nature. Il nous a fallu 15 jours pour installer les conduites. Maintenant, on espère que notre glacier va grandir et nous donner de l'eau. Pour fabriquer son glacier, le village doit se trouver au minimum à 3200 mètres d'altitude et la température à moins 20 degrés. Certaines de ces montagnes de glace artificielles mesurent jusqu'à 40 mètres de haut et congèlent plus de 9 millions de litres. De quoi arroser largement les champs au printemps. La mousson est l'âme du pays. Chaque année,
Les hommes comme les bêtes l'attendent avec impatience et avec crainte. Car la mousson a un mauvais caractère. D'abord féconde, elle permet de nourrir plus d'1,3 milliard de personnes. Mais elle peut aussi se montrer destructrice et tout noyer sur son passage. Les cultures, et même bien plus. L'île de Majuli, considérée comme la plus grande île fluviale habitée au monde, devrait disparaître d'ici 2030. Ces sacs de sable, disposés le long des berges, n'y changeront rien. Pas plus que les prières. Les pluies de la mousson, combinées à la fonte accélérée des glaciers himalayens, augmentent le débit du fleuve Brahmapoutre. Les courants rongent les rives à grande vitesse. On fait de longues balades, loin au bord de la mer. Il y avait une grande mer avec de gros bateaux ici à l'époque. Notre mère n'a pas eu assez d'eau. Mon grand-père était le capitaine d'un grand bateau ici. On aimerait que la mer revienne. On pourrait nager. Comme ça. Nous sommes en février, en pleine saison des pluies. Et pourtant, la terre est dure comme du béton. À cause de la pénurie d'eau, un ami bien sur 5 ne mange pas à sa faim. La sécheresse pousse toute une population à sortir de la brousse. Le général Hiver et son armée de glace viennent d'envahir la Sibérie. Partout, les hommes luttent contre le froid extrême. Celui-là tente de garder praticable la seule ligne de vie qui mène à des villages isolés. Ils sont situés dans l'une des régions les plus froides du monde. À quelques encablures du cercle polaire, la Yakoutie. Un désert de glace, grand, comme 5 fois la France. La Lena, le grand fleuve qui traverse la région, est figé dans la glace. Seul Yakoutsk, la capitale de la Yakoutie, résiste tant bien que mal aux assauts de l'hiver. Si les 150 000 habitants ont appris à dompter le froid, il reste un problème, et pas des moindres. Le ravitaillement de la ville. À partir de fin novembre, peu de routes restent ouvertes. Grigori a engagé les meilleurs conducteurs de la région pour acheminer ses barils de carburant. Ce gasoil
Grigori le destine à son village. Il se trouve à 1250 km de Yakoutsk, au milieu de la taïga. Si Grigori n'arrive pas à livrer à temps, Eik pourrait bien subir une catastrophe. La commune a la particularité d'être entourée de marécages. L'été, ils sont infranchissables. Le village n'est donc accessible en voiture que l'hiver, quand le sol gèle. En Mongolie, un habitant sur 3 est nomade. Tous vivent dans des contrées souvent hostiles. À la fin de l'hiver, les familles convoient le bétail vers de nouveaux pâturages. 4 jours de voyage à 2000 mètres d'altitude. Dans ces montagnes glacées, le thermomètre flirte souvent avec les moins 40 degrés. Le blizzard et les rivières gelées ne font pas de cadeaux aux plus faibles. La nature est redoutable et le bétail peut mourir parce qu'on a planté notre yourte dans des lieux où il y a des mauvais esprits. Avec le soleil, la terre qu'on répand va se mélanger à la glace. Pour le moment, elle n'a pas encore fondu. Les animaux vont pouvoir passer. Ils vont pouvoir passer, mais pour ça, il faut absolument sabler. Sinon, ils vont se casser les sabots. Je trace la route. Je fais la piste pour les animaux. Si une bête se casse une patte, elle ralentira la transhumance. Les hommes seront alors obligés de l'abattre. La Grande Forêt représente 40% du territoire bolivien. Cet arbre est un chaman, une espèce exploitable. À La Paz, ils s'en servent pour faire des meubles. Celui-là fait 25 à 28 mètres de hauteur. Et sa hauteur commerciale, elle est de 12 à 13 mètres. Couper un arbre, ce n'est pas de la rigolade. Des amis ont perdu la vie en faisant ça. Il faut seulement 20 petites minutes pour scier cet arbre qui a mis plus de 100 ans à s'élever. L'arbre centenaire sera revendu 400 €. Les principaux responsables de la déforestation en Amazonie ne sont pas les petits bûcherons comme Luis, mais bien les trafiquants de bois et les grands propriétaires terriens qui agrandissent sans cesse leurs fermes en grignotant la forêt. 350 000 hectares disparaissent chaque année, soit l'équivalent de 532 000 terrains de football.
Beaucoup de Mentawai ne savent plus vivre de la forêt. Le clan de Haman Lolo y a échappé. Mais le vieux chef a toujours peur. Les compagnies forestières ont essayé d'entrer dans notre forêt. Nous les avons chassés. Pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons besoin pour vivre provient de là. Si les compagnies forestières reviennent, on va tous mourir. Tous. Les communautés indigènes représenteraient entre 50 et 70 millions de personnes, soit 25% de la population indonésienne. Quant à leur territoire ancestral forestier, il s'étend sur 40 millions d'hectares. Cela représente près de la moitié de la forêt vierge. L'avenir du poumon vert de l'Indonésie, si précieux pour la planète, est peut-être entre leurs mains.